Wauquiez, notre invité, député UMP de Haute-Loire, maire du Puy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Et ancien ministre de l'Enseignement supérieur. On va en parler, je suppose. Alors, on va parler de l'étude de PISA, de cette étude qui paraît tous les 3 ou 4 ans. Là, l'étude porte sur 2009-2012. On n'a pas encore les résultats. Les résultats en maths ne seraient pas très bons pour les élèves français de 15 ans. Est-ce que vous pensez que le niveau baisse, franchement, de l'école française? Je pense que de façon constante, depuis maintenant un certain nombre d'années, la France décroche sur le système scolaire. Oui. Et elle décroche pour moi pour 2 raisons. La première d'abord parce qu'on cherche à traiter tous les enfants exactement de la même manière, en imposant le même système à tout le monde dans lequel on se raconte des histoires. Alors qu'on ferait beaucoup mieux de traiter différemment les enfants en fonction de leurs aptitudes, en fonction de ce qu'ils ont envie. Pour moi, le vrai problème en France, c'est notamment le collège unique, qui aboutit de fait à du massacre, et pour ceux qu'on a besoin de stimuler, et pour ceux qu'on a besoin d'accompagner. Le collège, Laurent Wauquiez, est révélateur des lacunes accumulées avant le collège. Alors ça, c'était la deuxième chose sur laquelle j'allais insister. C'est que le décrochage a lieu aujourd'hui en France, surtout au niveau du primaire. Et il y a une classe. Mais là, le gouvernement fait des efforts sur le primaire, ce que vous n'avez peut-être pas fait. Non, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi? Qu'est-ce qui est choquant dans ce qui se passe? On voit qu'on a un gros problème sur la lecture, l'écriture, le calcul. Ce problème-là, soyons sincères, il date pas de Monsieur Peillon, c'est un problème d'ensemble de la France, et y compris, je crois, sur le fait d'inciter nos enfants, d'inciter l'effort, de mettre des notes, d'inciter nos enfants à progresser. Alors que moi, ce que je pense, c'est qu'on les tire vers le bas. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est qu'est-ce qu'il fait en ce moment pour réagir? La semaine de 4 jours et demi. Plutôt que de s'occuper de la semaine de 4 jours et demi, Monsieur Peillon ferait mieux de s'occuper de l'illettrisme et du calcul. Plutôt que de proposer, comme on est en train de le faire à nos enfants, des stages gommettes ou des stages Scooby-Doo, il ferait beaucoup mieux de travailler sérieusement avec les professeurs, en se posant la question comment on renforce le CP, comment on fait en sorte au niveau du primaire de mettre un véritable accompagnement. Le niveau baisse, ça prouve bien que toutes les politiques conduites par les gouvernements de droite et de gauche n'ont pas eu de résultat. Et la politique conduite par Vincent Peillon, on ne peut pas la juger encore, nous verrons dans 2, 3 ou 4 ans. Monsieur Peillon, la politique proposée par Monsieur Peillon, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de dire, on va mettre des stages maintenant d'animation culturelle pour nos enfants. C'est ça ce qu'il propose. Moi, je suis maire, je vois ce à quoi a conduit la semaine de 4 jours et demi. Ça conduit à faire des mini-animations dans la cour, où on fait stage gommette, stage dessin, stage ceci. C'est ça la priorité? Mais vous êtes en 4 jours et demi, ou puis? Ce qui est en train Vous passerez en 2014, à la rentrée? Si jamais la loi... Oui, vous passerez? Si on n'a pas le choix, bien sûr que j'y passerai, puisque moi j'applique les lois de la République. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont juste entendre raison. Cette alerte posée par PISA est une alerte rouge pour Monsieur Peillon. Et elle doit l'amener à se recentrer. L'étude PISA porte sur 2009-2012. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Elle est en train de nous dire, c'est aussi simple que ça, que la priorité des moyens supplémentaires dans l'éducation nationale doit être mise sur le cœur de métier. La lecture, l'écriture, le calcul. Engager des profs supplémentaires, mauvaise idée? Monsieur Bourdin, mauvaise idée ou pas? Je peux aller jusqu'au bout? Allez-y, allez-y. Et que, en revanche, de l'autre côté, Monsieur Peillon met l'argent sur précisément ce qui est accessoire. C'est en cela que la semaine de 4 jours et demi est une folie. Engager des profs, c'est accessoire? Non, engager des profs, c'est pas accessoire. Mettre en revanche de l'argent sur des stages qui ne sont pas faits par les profs, sur des heures qui sont en dehors de l'éducation nationale. Vous aviez supprimé la formation des profs. Vous aviez supprimé la formation des profs. Monsieur Bourdin, moi, sur toutes ces... Je suis pas là pour devenir l'avocat de Vincent Peillon, mais franchement... sur toutes ces questions... C'est un échec global. Non, mais qu'on ait des choses à améliorer. Moi, je suis le premier à être d'accord. Que vous me disiez, il y a des points où vous n'avez pas réussi. Bien sûr, vous réussissez pas tous les jours. Évidemment. Vous aussi, vous avez des points d'amélioration. Prendre à lire. On a mis en place une méthode qui est spécifique à mon territoire. Le résultat, on le fait depuis 2 ans. Les enfants chez moi au Puy-en-Velay ont progressé en maîtrise de la lecture à la sortie du CP de 30%. Ça montre que c'est possible. Donc je suis pas venu juste pour votre plateau pour dire ce que fait Peillon. On a commencé à appliquer des choses. Donc il y a des choses qui marchent. La seule chose, c'est que ça repose sur quelques principes simples. Encourager les enfants à apprendre. Fonctionner sur des petits groupes où ils sont très stimulés pendant quelques quinzaines de minutes plutôt que 2 heures au fond de la classe où vous avez un groupe de 20 enfants et où personne n'a véritablement d'attention. C'est ces petites solutions qui peuvent marcher. Bon, on va s'amuser juste un petit peu parce que moi j'ai l'amende. C'est urgent de mettre en place du calcul pour les députés. Ça, c'est une étude PISA.
Eh ben, ça prouve bien que M. Bourdin, vous et moi, sommes des victimes du système scolaire français. Ça, je suis d'accord. Bon, Laurent Wauquiez, parlons d'autre chose. Parlons des travailleurs détachés. Alors, ces travailleurs détachés, moi, je lis ce que propose une agence d'intérim basée à Londres. Les travailleurs détachés sont employés et rémunérés par l'agence d'intérim. Elle élabore le contrat de travail et paie les cotisations sociales tout en respectant la législation en France. L'intérimaire dépend de la loi fiscale et sociale de son pays d'origine. À salaire net équivalent, vous pouvez réaliser une économie substantielle. Voilà comment l'agence d'intérim s'adresse à une entreprise française qui va employer des travailleurs venus de Pologne ou d'ailleurs. Ce sujet, moi j'aurais pu vous amener, parce qu'un artisan de chez moi m'a basculé il y a 15 jours, une annonce faite par une agence d'intérim qui propose travailleurs polonais et roumains aux entreprises du bâtiment en leur refourguant pour 15 jours sur leur chantier un salarié polonais ou un salarié roumain à des conditions de prix qui n'ont rien à voir. On se retrouve sur des rémunérations de 2 à 3 euros de l'heure. C'est un scandale. C'est un scandale qui est en train de monter en puissance de façon catastrophique. On était à 300 000 travailleurs détachés en France. Aujourd'hui, les derniers chiffres montrent que c'est encore en augmentation cette année de 30%. Le gouvernement, face à un phénomène qui explose, ne fait quasiment aucun contrôle. Hier, j'ai interpellé Michel Sapin sur la question. Il ne m'a pas donné le nombre de contrôles. Pourquoi ? Parce qu'on n'est sans doute même pas à 3000 contrôles faits, alors qu'on a 300 000 travailleurs détachés. La plupart d'entre eux ne respectent aucune des règles qui sont théoriquement applicables. Le salaire minimum, les quelques règles sociales que théoriquement ils devraient respecter. Est-ce qu'il faut sanctionner ceux qui... Est-ce qu'il faut sanctionner les entreprises qui ont recours à ces travailleurs détachés ? Je crois que sur ce plateau, vous aimez pas quand on se raconte des histoires. Non. Le problème, malheureusement, on peut le prendre dans tous les sens. Il est beaucoup plus profond que ça. Oui. Le problème, et ce que signalent les travailleurs détachés, c'est l'échec de l'élargissement de l'Europe. Oui. On ne peut pas continuer en réalité avec une Union européenne qui s'est élargie aussi loin, dans laquelle on a mis aussi vite des pays comme la Pologne, comme la Roumanie, comme la Bulgarie, et auquel on applique le principe de libre circulation de ces travailleurs détachés. Pour moi, ce que ça signifie... Alors que fait-on ? Pour moi, ce que ça... Puisqu'il y a discussion le 9 décembre prochain. Pour moi, il y a deux choses. Au niveau européen. D'abord, ce que ça signifie, c'est que sur la durée, la France doit d'urgence réfléchir au fait de proposer à ses partenaires européens, les vrais partenaires, de revenir à une Europe réduite, de sortir de l'Europe élargie. Vous proposez ce matin une Europe réduite. Je propose ce matin de s'enclencher vers une Europe qui soit à 2 vitesses, dans laquelle on a toute l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, et auquel on n'appliquera pas les mêmes principes de travailleurs détachés, de liberté de circulation, de politique intégrée, parce que ça ne marche plus. C'est-à-dire ce que montrent ces 300 000... Combien de pays pourraient faire partie de cette Europe réduite ? Pour moi, on est sur un noyau dur qui, au plus large, va avec les pays qui sont dans la zone euro, au plus large. Parce que tout ce que je vois, c'est que sur l'ensemble... La Pologne est dans la zone euro ? Non, bien sûr que non. Monsieur Bourdin. Alors d'autres pays... La Bulgarie, Monsieur Bourdin, non. Alors là, vous pouvez pas être à la fois pas bon en calcul et pas sur l'euro. La Bulgarie, la Roumanie. Non, bien sûr que non. Non. Et il y a d'autres pays qui sont dans la zone euro. Oui, mais avec qui sont avec des règles sociales qui sont bien plus laxistes que les nôtres. Mais si vous interrogez vos auditeurs, si vous interrogez les artisans du bâtiment, le problème majeur, il est avec les salariés qui viennent des pays de l'Est. Et pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'on a fait une erreur. On ne peut pas faire l'Union européenne avec la liberté de circulation sur autant de pays. La deuxième chose... 28 pays en Europe, 15 pays dans la zone euro. 17 de mémoire. Ou 17 maintenant ? 17. Mais à vérifier, je préfère donc 17 pays. Votre Europe des réduites, c'est 17 pays. Pour moi, en tout cas, ce noyau dur, qui est-ce qui l'incorpore ? La France, l'Allemagne, les pays du Benelux, l'Italie, sans doute l'Espagne et le Portugal, mais pas tellement plus. Pas tellement plus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'avec le Royaume-Uni d'un côté, avec les pays d'Europe centrale de l'autre, on n'arrive plus à faire avancer l'Europe. Et que ce que signale ce qui est en train de se passer sur les travailleurs détachés, c'est en fait la maladie de l'Europe. C'est une maladie de l'Europe qui a trop de pays différents, avec des règles sociales différentes. Alors maintenant, si on en vient à cette règle des travailleurs détachés, bon, d'abord la première chose, c'est qu'il faut contrôler. La deuxième, c'est qu'il faut sanctionner. Vous sanctionnez qui ? Il faut sanctionner pour moi les deux. D'abord, il faut sanctionner les agences d'intérim. Il faut sanctionner tous ceux qui proposent... elles sont basées à Londres ou à Luxembourg. C'est pour ça qu'on a besoin d'une sanction qui soit à l'échelle européenne. Et c'est pour ça qu'un des enjeux... Sauf que si votre agence est à Londres et si vous mettez Londres de côté dans votre si vous la mettez... nouvelle Europe... non, Jean-Jacques. Parce que ce que ça signifie, c'est que si vous mettez votre agence à Londres et que Londres n'est plus dans l'Union européenne, elle ne pourra plus pratiquer cette directive des travailleurs détachés. Donc pour moi, il y a deux Europes. Il y a une Europe intégrée,
où on travaille vraiment avec une liberté de circulation, avec des politiques très fortes ensemble. Et il y a une Europe plus large, sur laquelle on peut faire de l'économie, on peut faire du travail ensemble, on peut faire un marché économique. C'est donc la proposition que vous faites ce matin. Exactement, parce que sur tous les sujets que je vois autour de moi, sur l'Union européenne, je ne fais aujourd'hui que constater qu'on s'est mis dans une impasse. Et ces travailleurs détachés est pour moi le signe de cet échec de l'Europe élargie. Le travail le dimanche, est-ce que vous êtes favorable à un assouplissement ? Comme proposé dans le rapport Bailly. Je vais vous dire, j'ai beaucoup discuté sur ce sujet avec une sénatrice, Isabelle Debré, qui a énormément travaillé sur le travail le dimanche. Le problème, c'est surtout l'absence de simplicité. Personne n'y comprend rien. Oui, ça c'est sûr. Or, ce rapport Bailly, vous avez l'impression que ça va simplifier les choses ? Il nous dit, on va maintenir des dérogations pour le bricolage, mais à titre temporaire. On va maintenir des histoires de zonage par secteur géographique, mais on va voir comment est-ce qu'on les redéfinit sans avoir des critères simples. Et surtout, on va maintenant se rabattre sur chaque maire, où chaque maire dans sa commune va pouvoir avoir des dérogations qui vont être multipliées par 2, avec des zones commerciales qui sont parfois à cheval sur 2 mairies. Laurent Wauquiez, la loi Maillet précédente de votre gouvernement, c'était catastrophique, très compliqué. La prochaine pourrait être aussi compliquée. Qu'est-ce que vous proposez ? Moi, ce que je propose, c'est quelque chose de très simple. Où on décide au niveau national de quelques zones qui sont des zones touristiques importantes où ça a du sens, et de quelques zones commerciales qui sont des zones commerciales importantes où ça a du sens. Et ni plus ni moins. Qu'on sorte de ce système français où dès qu'on a un sujet, on pond une usine à gaz. Là, on va se retrouver à avoir des règles différentes selon chaque commune. C'est absurde. Qu'on applique un système simple, on définit ensemble, une bonne fois pour toutes, les grosses zones touristiques, les grosses zones commerciales, et on s'arrête à ça. Ni plus, ni moins. Alors, la réforme fiscale, juste un point, parce que vous faites juste un dernier petit sujet. Pourquoi c'est important ? Parce que sinon, vous allez massacrer aussi les petits commerçants. Proposition que d'autres font aussi, un impôt minimal que tout le monde paierait, afin que l'impôt soit payé globalement, et surtout qu'on donne aux Français la sensation que l'impôt, c'est quelque chose d'important et d'indispensable. Théoriquement, tous les Français payent un impôt. C'est la CSG, c'est la TVA. Sauf que si je vous interroge, vous savez combien vous payez de TVA chaque année ? Non. Bon. Et je ne sais pas combien. Non. Bon. Et donc, ça n'a aucune vertu. C'est-à-dire que du coup, en France, il y a des Français qui payent des sommes colossales d'impôts. C'est les classes moyennes, notamment, la France qui travaille. Et qui se heurte pour moi à un mur d'impôts, ce qui est le problème majeur de la fiscalité française. Et puis de l'autre, on a des Français qui ne sont pas à l'impôt sur le revenu, qui ne payent pas les impôts locaux, qui ne payent pas la redevance télé, qui bénéficient de façon assez substantielle du système de prestations sociales, et qui ne se rendent pas compte du coût de cette solidarité nationale. On a aussi des Français qui, au plus haut de l'échelle, avec l'optimisation fiscale, paient peu d'impôts. Oui, et qui même avec le système de Hollande ont tous pris leurs valises pour partir en Belgique, en Suisse et en Angleterre. Moi, ce que je préconise, c'est que chaque Français, c'est un système qui existe en Suisse, paye un petit impôt, pour se rendre compte que l'argent public, la dépense publique, ça vient de quelque part. Ça vient de notre poche. Et que du coup, ça responsabilise chacun. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment parfois que certains se disent, au fond, en fait, moi, ça me coûte rien, et donc je peux tirer sur la corde. C'est ma première proposition. La deuxième, c'est que tant qu'à faire une réforme fiscale, il faut une vraie réforme fiscale. Un vrai grand soir. Mais ça ne marche que si vous faites aussi une réforme de la dépense publique. Ce qui est très inquiétant dans la proposition de Jean-Marc Ayrault, c'est qu'il donne l'impression qu'on peut traiter les impôts d'un côté et oublier la dépense publique de l'autre. Il est évident qu'il faut traiter les deux sujets au même moment. On s'engage sur la dépense publique et parallèlement on s'engage à mettre en place une grande réforme fiscale. Avec par exemple une règle d'or qui consisterait à dire à chaque fois que j'économise 1 euro, la moitié va sur la baisse du déficit public, la moitié va sur la baisse des impôts. Et un vrai programme de réflexion. Je vous fais une proposition. On a en France 34 000 communes. Vous croyez pas que ça fait beaucoup ? Vous pensez pas qu'on est capable de rapprocher au moins une commune sur 2 ? Que ça nous coûtera moins cher ? Là encore, c'est des choses qu'on a pratiquées. On rapproche les communes, on supprime les départements ? Moi, je suis favorable à la suppression des départements. Je pense qu'aujourd'hui, ça a plus de sens. Et je pense même qu'on peut rapprocher les régions. Je vais prendre là aussi des exemples concrets. Le maire s'occupe des écoles. Et il a des services d'architecture pour travailler sur ces écoles. Le département s'occupe des collèges. Et il a des services d'architecture pour s'occuper des collèges. La région s'occupe des lycées. Et elle a des services d'architecture pour s'occuper des lycées. Vous croyez pas qu'à un moment, on peut un peu clarifier tout ça et avoir un seul service donner plus de responsabilité à l'élu local. Plus de responsabilité, mais surtout moins de travail qui soit éparpillé entre plein de monde, avec à l'arrivée des coûts qui explosent. Ça veut dire, non, pas du tout. Ça veut dire surtout, là, ce dont je vous parle, c'est pas ça. Ça veut dire une seule collectivité qui s'en occupe. Je vais prendre un deuxième exemple. Le tout gratuit. À la tête de la collectivité, il y a quelqu'un. Jean-Jacques Bourdin.
Deuxième on est exemple, d'accord, Laurent le tout Wauquiez. gratuit. On est le il social. y a quelqu'un à la tête de la collectivité. Bien sûr qui qu'il y a va quelqu'un avoir à la des tête de la tâches collectivité. élargies. Tant mieux si jamais là-dessus on peut avancer. Bon. Mais Alors mettons fin au cumul. est-ce que je peux vous donner un deuxième exemple Oui. de secteur où on dépense énormément? Le social. En France, on est dans une culture du tout gratuit. Vous allez chez le pharmacien, vous prenez, vous avez l'impression que ça vous coûte rien. Maintenant, avec le nouveau système que François Hollande vient de mettre en place, vous allez chez le médecin, pour certains, vous allez même plus payer, même plus décaisser. Ça aboutit à des dépenses sociales qui sont devenues irresponsables. Il faut corriger ça. Il faut qu'on revienne à un principe où, même avec la CMU, quand vous prenez un médicament, vous payez un petit quelque chose pour se rendre compte aussi de ce que ça représente. Tout ça, c'est des économies de dépenses qu'on peut faire. Et la troisième proposition que je fais sur cette réforme fiscale, parce que je vois avec inquiétude, tout le monde y va sur sa tuyauterie, IR, CSG et tout ça. Pourquoi on fait une réforme fiscale? Pour moi, elle doit avoir un seul objectif. Faire tomber le mur de l'impôt auquel se heurtent les classes moyennes et les Français qui travaillent. C'est quoi ce mur de l'impôt? Vous commencez à travailler, vous faites des heures sup, vous avez votre petite entreprise, vous essayez de vous battre pour gagner des marchés, vous devenez imposable. Vous payez les impôts locaux qui sont devenus extrêmement chers, vous payez la redevance télé, vous perdez toute une sorte d'accompagnement. Le problème majeur de la fiscalité en France, c'est qu'elle est injuste pour les classes moyennes. Et que tout est concentré au niveau de ces classes moyennes modestes qui sont aux alentours de... 4500 articles, le code des impôts en France. Vous auriez pu évoquer le code du travail. On a un code du travail qui est quoi? 400 ou 500 ailleurs en Europe. 20 fois plus important. 20 fois plus important que le code du travail, par exemple, suisse ou allemand. Bon, ben c'est à vous, responsable politique, à engager tout ça. C'est pour ça que je le alors, propose. vous dites les Français ont envie de renverser la table. Mais j'ai envie de vous répondre, moi. Est-ce que vous pensez que les Français ont envie de vous asseoir à la table? Ou à l'UMP? Franchement, aujourd'hui. Aujourd'hui, pour que ça marche. Les Français, ils en ont assez de toute cette vieille façon de faire de la politique. Il y a deux conditions pour que ça marche. Mais c'est vrai pour vous comme pour le PS? C'est vrai pour moi comme pour le PS. Il y a deux conditions pour que ça marche. La première, c'est qu'il faut des politiques exemplaires. Pourquoi je dis ça? Parce que là, tout ce qu'on évoque, ça suppose des efforts pour les Français. Comment voulez-vous... Une prise de responsabilité, Et une prise de responsabilité. Comment voulez-vous que les Français nous écoutent si on leur demande des efforts qu'on s'applique pas à nous-mêmes? Là alors encore, quels efforts vous devez vous appliquer? Je vais prendre un exemple très simple que tout le monde comprendra. Je suis pour la suppression des régimes spéciaux de retraite. Il y a un régime spécial de retraite des parlementaires. Il n'est pas acceptable que les députés conservent un régime spécial de retraite si jamais on demande aux Français de supprimer tous les autres régimes spéciaux de retraite. C'est des choses comme ça toutes simples. On doit être intraitable sur les questions de corruption. Quand on a des élus qui ont été condamnés pour de l'enrichissement personnel, ils ne doivent plus pouvoir se représenter. Il y a tout un assainissement à faire sur le fonctionnement de la politique en France. Et la deuxième chose, comme on l'a fait je pense ce matin, il faut avoir le courage de mettre des idées neuves sur la table. Parce qu'on ne s'en sortira pas. Pourquoi? Parce qu'à l'UMP, c'est le désert? Non, pas du tout. Alors d'abord, c'est même si jamais vous me titillez, et même si j'aurais beaucoup de choses à dire... Oui, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur la question. Est-ce que Jean-François Copé est légitime? Je m'attendais à ça. La deuxième dans la foulée, c'est qu'est-ce que vous pensez de François Fillon? Non, mais... La troisième, les batailles de chapeau à plumes. Parce que vous dites, Laurent Wauquiez, vous dites, aujourd'hui, nous devons, nous responsables politiques, faire des propositions, les Français ne nous écoutent plus. C'est vrai que les Français ne vous écoutent plus. Ni à l'UMP, ni au PS. C'est pour ça que, par exemple, quand on se dit sur les travailleurs... Ils n'écoutent plus M. Copé, M. Fillon. Ce sont des politiciens qui ont fait leur temps. C'est pour ça que je pense Laurent Wauquiez. C'est pour ça que je pense qu'on doit dégager une nouvelle approche de la politique. C'est une nouvelle approche dans notre comportement. Ils ont fait leur temps. Notre éthique, notre morale et nos idées. Maintenant, si vous me demandez de vous dire, surtout dégager les anciens, j'irai jusqu'au bout. Pour que les jeunes puissent enfin occuper le poste. Ça, ce serait vraiment de la nouvelle politique extraordinaire. Jean-Jacques, je pense que c'est plus compliqué que ça. Et je pense qu'il y a un vrai risque aussi, pour une jeune génération, de se contenter de chausser les pantoufles de papa, de venir avec les mêmes idées, le même comportement. Si jamais on veut apporter quelque chose de neuf dans ma génération, il faut que nous on change aussi en profondeur. Vous êtes en train de bousculer cette génération qui occupe... les postes à l'UMP ou ailleurs. Ce que je voudrais surtout, c'est bousculer globalement la façon de faire de la politique en France. Parce que ce que je constate, c'est que ça fait 30 ans qu'on échoue. Et qu'il y a un moment où, et vous l'avez d'ailleurs bien souligné, gauche comme droite, c'est une remise en cause profonde qu'on doit faire. Si on le fait pas, on sera tous balayés. Merci Laurent Wauquiez. Merci, 8h56. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre smartphone. Ici ou ailleurs, avec Kyocera, imprimez, numérisez et archivez vos documents. Kyocera Document Solutions, responsable de tous vos écrits. Quand on choisit seul son assurance auto sur Internet, est-on vraiment sûr d'être bien assuré? Chez AXA,
Pour être sûr de faire les bons choix, vous avez tous les avantages d'Internet et en plus, l'expertise d'un agent général AXA proche de chez vous. AXA, réinventons notre métier. Jusqu'à moins 40% sur les nouveaux contrats auto. Vous souffrez de sinusite? Nasodren nettoie et dégage vos sinus rapidement dès la première utilisation. Découvrez l'efficacité de Nasodren et profitez à nouveau de la vie. Changez de banque pour la qualité LCL. Pour un crédit conso, chez LCL, pendant 30 jours, vous avez le droit de changer d'avis. Avec LCL, demandez de qualité à votre banque. This is a man's world. This is a man's world. No. But it won't mean nothing. Nothing without